Les dernières informations sur la nuit dernière, les attaques américaines contre l'Iran, d'une certaine manière, elles ont intensifié les attaques. Regardez les cibles dans le sud de l'Iran, dans l'ouest de l'Iran. On voit les noms de villes, jusqu'à Tabriz. Et Mashhar se trouve de nouveau dans le sud, près du Khouzestan. Bandar Abbas est touché à chaque fois que les Israéliens attaquent l'Iran. Sirik, Chabahar, là encore dans le sud de l'Iran. Ils ont utilisé des HIMARS pour attaquer Bebahan, qui fait partie de la province du Khouzestan, près de la frontière irakienne. Ils y ont utilisé des HIMARS. Et les systèmes de défense aérienne auraient été activés la nuit dernière à Téhéran, mais aucun raid aérien sur Téhéran n'a été signalé. Aucune attaque n'a été rapportée, aucun impact ni aucune explosion, semble-t-il. Il s'agissait uniquement du système de défense aérienne iranien qui tentait de faire quelque chose. Nous ne savons pas quoi, mais il n'y a eu aucun impact à Téhéran. Et oui, voici la réponse iranienne. Elle a visé le Koweït, la Jordanie. La Jordanie, oui, Al-Aqaba. Oui, exactement. Que se passe-t-il, Elijah? Et voyez-vous une sorte de schéma dans la manière dont les États-Unis attaquent l'Iran? Et si oui? Donc oui, en effet, pour la 11e nuit, nous avons vu les Américains étendre les zones d'attaque sur l'Iran. Ils se concentrent principalement sur la côte, dans un premier temps, afin de réduire de leur point de vue la capacité de l'Iran à contrôler la navigation et de limiter ses moyens de contrôle. Ce que les Américains ne prennent pas en compte, c'est que l'Iran dispose d'une armée classique, mais aussi d'une autre armée parallèle, les gardiens de la Révolution, qui utilisent des méthodes non conventionnelles. Je m'explique. Par exemple, nous savons que toutes les armées ont des radars déployés le long des côtes. Elles ont aussi des radars à l'intérieur des terres, pour d'autres objectifs, etc. Une fois que ces radars sont neutralisés, comme les Iraniens le font avec les radars américains, il devient difficile de les remplacer immédiatement, à moins de disposer d'autres pièces de rechange ou d'autres radars à installer. Et pour cela, ce type de radar coûte très cher. Dans le cas de l'Iran, et je parle en particulier des gardiens de la Révolution, j'ai vu de mes propres yeux ce genre de méthode non conventionnelle, avec des acteurs étatiques et non étatiques. Il suffit d'une voiture, d'un 4x4, avec un radar ordinaire utilisé sur les bateaux, ou même des radars civils dont sont équipés de nombreux bateaux de luxe, voire des bateaux ordinaires, selon le degré de sophistication du radar. Ensuite, ce radar est installé sur une voiture. Cette voiture peut embarquer 2 personnes. L'une conduit et l'autre transmet les coordonnées au centre de commandement. C'est ce centre qui frappe la cible, laquelle n'est pas située sur la côte, mais à l'intérieur des terres. Et comme l'Iran compte plus de 12 centres de commandement et de contrôle répartis dans tout le pays, ce sont les centres principaux. Mais il dispose aussi de dizaines de centres secondaires de commandement et de contrôle qui peuvent remplacer les principaux en cas de dommage ou de destruction. Ils agissent également selon des instructions très précises. Une fois que les ordres principaux ont été transmis à tous ces centres et sous-centres, ils deviennent totalement indépendants. Et sauf ordre annulant le premier, ils peuvent tous fonctionner sans être en contact les uns avec les autres. Chacun est responsable, ou plusieurs peuvent l'être, d'une région précise ou d'une zone particulière. Prenons par exemple le détroit d'Ormuz. Pour cela, on ne peut jamais dégrader ni détruire les capacités iraniennes. Lorsque l'Iran utilise des moyens non conventionnels pour contrôler la navigation dans le détroit d'Ormuz. Et puis, si l'on parle de la navigation elle-même, il ne faut aux pétroliers que quelques drones, qui peuvent être lancés de n'importe où pour frapper le système de contrôle de l'énergie ou le navire.
Le navire comprend alors immédiatement qu'il s'agit d'un avertissement plus sérieux. Un missile sol-sol pourrait le frapper s'il n'obéit pas aux instructions des autorités iraniennes. Et c'est ce que nous avons vu se produire à plusieurs reprises ces dernières semaines. Certains navires ont répondu aux instructions, d'autres non, et ils ont été frappés. En gros, empêcher l'Iran de contrôler le détroit d'Ormuz est impossible. Et pour les Américains, contrôler le détroit d'Ormuz est là encore une tâche impossible. Donc on arrive à un autre point. Où tout cela nous mène-t-il? Nulle part. Parce qu'à un certain moment, les militaires retourneront voir les décideurs et diront « Voilà ce que nous faisons. Nous dégradons les capacités de notre ennemi, mais nous ne pouvons pas les éliminer. Et ils auront toujours un moyen de riposter. Il faut faire autre chose. » Et voici les options auxquelles les Américains sont confrontés. La première option, ce n'est pas quelque chose que Donald Trump aimerait choisir maintenant, parce que cela voudrait dire qu'il n'a pas tenu sa promesse de contrôler le détroit d'Ormuz. Même s'il finira par échouer, il doit essayer autre chose. Il n'acceptera donc pas de s'asseoir à la table des négociations, comme il l'a fait au début de la guerre, lorsqu'il a demandé à l'Iran une reddition totale et zéro enrichissement. Puis il est passé à négocier avec l'Iran, mais toujours avec zéro enrichissement. Ensuite, il est descendu à un enrichissement de 3,67%, mais il veut les 60%. Puis il est descendu à, en fait, les 60% peuvent être remis à une tierce partie, comme la Chine ou la Russie. Et puis il a cédé, conformément au refus iranien de toutes les offres, sur le fait que nous gardions les 60% en Iran. Nous sommes sous le contrôle de l'AIA, qui va coordonner avec l'Iran la réduction des 60% et la transformation de l'uranium enrichi à 60% en quelque chose qui convienne aux Américains et au reste de la communauté internationale. Mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Cela ne se fera que lorsque l'Iran sera satisfait sur d'autres points. Et c'est là le dilemme, parce que Donald Trump ne va pas débloquer tous les avoirs iraniens gelés. Il ne va pas payer les compensations pour la guerre et il ne va certainement pas lever toutes les sanctions. Parce qu'au bout du compte, si l'Iran demande cela, les Américains peuvent vivre avec. Ils peuvent vivre avec le minimum, mais ils ont besoin d'une compensation. Donc la seule solution pour Donald Trump maintenant, c'est de compenser. Comment peut-il compenser? Il a un moyen de le faire. Alors, la manière de compenser, aujourd'hui, c'est qu'on parle de plus en plus des montagnes de la pioche, connues en persan sous le nom de Koué Kolang Gazla. C'est un complexe de tunnels profondément enfouis, situé à environ 2 km au sud du complexe nucléaire de Natanz, que les Américains ont bombardé et que les Israéliens ont bombardé. Ce complexe a été construit vers 2020 et jusqu'à présent, il n'a pas été activé. Mais les Américains nous disent que toutes les installations d'assemblage de centrifugeuses détruites à Natanz, c'est ce qu'ils affirment, ont été transférées dans ce complexe, situé à des centaines de mètres sous terre. Il existe aussi un autre site souterrain d'enrichissement à Ispahan, que l'Iran n'a déclaré qu'en juin 2025. L'AIEA n'a donc pas inspecté ces deux sites. En revanche, il est impossible pour Donald Trump de les détruire. Ce qu'il peut faire, c'est fermer les entrées et les sorties et dire « Nos satellites surveillent ces installations », comme il l'a dit pour Fordo et Natanz. Ensuite, nous ne laisserons personne entrer ni sortir. Puis il pourra revendiquer une victoire sur ce qu'il répète sans cesse, empêcher l'Iran d'avoir une bombe nucléaire. C'est le genre de victoire dont Donald Trump se satisfera. Cela dit, je pense que c'est le plan le plus réalisable. Mais cela ne met pas fin au dilemme, car l'Iran continuera de demander la levée des sanctions, des compensations pour la guerre, ainsi que la suppression de toutes les sanctions.
Et ils veulent récupérer tous leurs avoirs gelés. Alors, comment l'Iran peut-il faire ça? Encore une fois, grâce au levier du détroit d'Ormuz. L'Iran va perturber la navigation dans le détroit d'Ormuz jusqu'à ce que toutes ces conditions soient remplies, ou au moins la moitié, ou une partie de ces conditions. Cela ne veut pas dire l'une des trois options. Non, ce sera un peu de chacune, ou la moitié de chacune. Donc au lieu de dire aux États-Unis, nous voulons maintenant 24 milliards de dollars de nos propres avoirs, ils accepteraient 3, puis 6, puis 12, en disant « De toute façon, nous contrôlons le détroit d'Ormuz et nous allons perturber la navigation tant que nos conditions ne seront pas remplies. » Donc pour Donald Trump, cela va devenir une saga qui se poursuit sans aucune solution. Oui, il ne s'agit pas seulement de la montagne de Pickaxe, qu'ils avaient déjà essayé de détruire auparavant et qu'ils avaient déjà bombardé. Ils attaquaient d'autres centrales nucléaires en Iran. Il y en avait une à Darkovin, dans l'ouest de l'Iran, dans la province du Khuzistan. Ils l'ont attaquée. Et dans le sud de l'Iran, la nuit dernière et celle d'avant, ils ont essayé de frapper certaines cibles proches de la centrale nucléaire de... Et aujourd'hui, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré: les attaques et menaces répétées des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran constituent non seulement une violation flagrante des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, de la Conférence générale et du Conseil de sécurité de l'ONU, mais elles révèlent aussi l'hostilité profondément enracinée des États-Unis envers les progrès scientifiques et le développement technologique de l'Iran. Cela intervient alors que les États-Unis ont signé avec l'Arabie saoudite un accord de 30 ans et qu'ils vont enrichir de l'uranium sur le sol saoudien. Et en même temps, ils attaquent des centrales nucléaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces centrales nucléaires sont des projets civils. Elles n'ont aucun lien avec l'uranium enrichi, les bombes nucléaires ou quoi que ce soit de ce genre. Que cherchent-ils? Est-ce que cela fait partie des infrastructures iraniennes? Est-ce que cela fait partie de leur plan visant les centrales électriques, les ponts, les installations pétrolières? Peut-être que la guerre va jusque-là, ce qui entraînerait des représailles iraniennes contre les pays du Conseil de coopération du Golfe, le Koweït, Bahreïn, peut-être l'Arabie saoudite, puis le Qatar. Comment voyez-vous les choses? Si l'on remonte à l'époque du Shah et du président Eisenhower, en mars 1957, avec le programme Atoms for Peace, les Américains ont apporté à l'Iran, en 1967, la première installation nucléaire et un réacteur de recherche d'une puissance de 5 mégawatts. Et ce programme était loin d'être secret. C'est à ce moment-là que l'Iran a signé le traité de non-prolifération, en 1968, et que le programme est devenu pacifique. Bushehr, c'est un programme 100% civil, mais il a une capacité de production d'électricité et d'énergie plus importante que le programme de l'installation nucléaire de Pickaxe Mountain. Bushehr était exploité par les Russes, avant que les Russes ne retirent tous les techniciens, par peur d'être attaqués. Car le site a été attaqué par les Israéliens en juin 2025, puis par les Américains à plusieurs reprises dans la zone de Bushehr. Le réacteur lui-même n'a jamais été attaqué. Le problème, si l'on attaque ce réacteur, c'est la contamination des pays du Golfe et des eaux qu'ils partagent, en particulier avec le Qatar, les Émirats et Oman. Cela ne causerait pas de dégâts seulement à l'Iran. Ce serait une sorte de catastrophe nucléaire mineure, comme Tchernobyl, si les Américains bombardaient cette installation. Donc, ce qu'ils font, c'est dire aux Iraniens, ne nous mettez pas davantage en colère, parce que nous pouvons complètement perdre le contrôle et vous bombarder.
Et c'est toujours le message que les Américains envoient à l'Iran, que les Iraniens ne bombardent pas le porte-avions. Parce que bombarder le porte-avions rappellerait aux Américains Pearl Harbor. Et ils voudraient alors utiliser une bombe nucléaire contre l'Iran ou faire exploser la centrale nucléaire de Bushehr, ce qui équivaudrait plus ou moins à une bombe nucléaire. Ce n'est pas la même chose, mais il y aurait des radiations. Et c'est leur objectif. Donc je ne pense pas que les Américains bombarderont ces installations. Ce sont des installations civiles. Avant la guerre, elles recevaient régulièrement la visite de l'AIEA. Aujourd'hui, il y a un problème avec l'AIEA, et le monde doit le savoir. Normalement, aux Nations Unies, ces sites dont on sait qu'ils sont à 100% pacifiques, avec un pourcentage constant d'uranium enrichi produit et fourni à ces installations, sont protégés par l'AIEA. Et l'AIEA devrait réagir comme elle l'a fait en 1981, quand Israël a bombardé les installations de Saddam Hussein. Car les installations nucléaires civiles sont sous la protection des Nations Unies, tant qu'elles signent le TNP et acceptent un traité de non-prolifération afin de ne pas aller vers la bombe nucléaire. Alors, qu'a fait l'AIEA chaque fois que des installations nucléaires ont été bombardées? Car les installations iraniennes, comme celle de Bushehr, mais aussi Natanz et le réacteur nucléaire près de Téhéran, faisaient partie du tout premier programme de recherche mené par l'Iran, uniquement à des fins de recherche. Et encore une fois, ce site a été reconnu et visité par l'AIEA avant juin 2025. Il est donc connu comme étant une installation civile. Même celles qui sont soupçonnées d'être des installations où l'enrichissement est plus élevé relèvent aussi de la compétence de l'AIEA et doivent être protégées. Car le TNP autorise l'Iran à produire même de l'uranium enrichi à 90%, tant que le programme n'est pas militaire. Donc, les 90% ou les 60%, actuellement 60%, puisque l'Iran n'a pas atteint les 90%. Mais ce que je veux dire, c'est que même les 60%, et même si l'Iran passe à 90%, tant qu'il n'y a pas de preuves ni d'éléments pertinents confirmant que l'Iran se dirige réellement vers un programme nucléaire, toutes ces installations devraient être protégées. Et l'AIEA ne les protège pas. Elle ne dit rien. Raphaël Grossi en est le directeur général. Pas un mot sur toutes les installations nucléaires que Donald Trump s'est vanté d'avoir complètement anéanties. C'est là que se situe le problème de l'Iran avec les inspecteurs. Quand l'inspecteur se plaint, puis que la communauté internationale ou occidentale reproche à l'Iran de ne pas être assez transparent, c'est parce qu'en réalité, l'AIEA ne fait pas son travail. Parce qu'il s'agit de l'Iran et parce que celui qui bombarde en premier lieu, c'est Israël. On parle de juin 2025. Ensuite, les Américains interviennent le même mois. Et en février 2026, on revient à la même guerre. Et de nouveau, les installations nucléaires sont bombardées. Voilà donc le programme iranien, le programme nucléaire iranien, dont l'Iran continue d'affirmer qu'il ne s'oriente pas vers un programme nucléaire militaire. Et si l'Iran décide un jour de se lancer dans un programme nucléaire militaire, il doit fabriquer plusieurs bombes, pas une seule, pour essayer. Puis c'est tout. Ils ne l'ont plus. Ils doivent s'assurer que le monde comprenne qu'après le premier essai, cela signifie que l'Iran dispose de nombreuses autres bombes pour dissuader l'Occident de bombarder l'Iran. Mais il semble que l'Iran se contente du détroit d'Ormuz, qu'il considère comme une sorte d'arme nucléaire civile. Si l'on veut jouer avec les mots, cela peut vraiment lui permettre d'imposer sa volonté au monde, en forçant le monde à s'opposer à Donald Trump et à lui demander de lever les sanctions, de répondre aux demandes iraniennes. Et l'Iran est heureux d'être aussi transparent que les Nations Unies le souhaitent.